Les passagers crient alors qu'un énorme incendie déchire le ferry, consumant tout sur son passage. La chaleur est insupportable, la fumée suffocante, le désespoir s'empare de la situation alors que le chaos éclate. Ils cherchent frénétiquement leurs proches, criant des noms dans l'espoir d'une réponse. Pendant ce temps, l'équipage est introuvable. Les gens se battent pour traverser la fumée et des milliers de corps se précipitent sur le pont, seulement pour découvrir que l'eau en dessous d'eux est également en feu. Pour aggraver les choses, des requins nagent au loin. Alors que les passagers prennent conscience du désespoir de leur situation, ils s'accrochent à un dernier choix désespéré. Ils ferment les yeux, inspirent une dernière fois et se préparent à sauter. Ce scénario d'horreur de film est l'histoire tragique et réelle du Doña Paz, le naufrage dont vous n'avez jamais entendu parler et qui a été plus meurtrier que le Titanic. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des accidents les plus mortels de l'industrie maritime pour expliquer ce qui s'est passé, ce qui a mal tourné et pourquoi tant de personnes sont mortes. En tant que nation archipel avec plus de 7100 îles, dont 2000 sont habitées, les Philippines dépendent fortement d'un vaste réseau de ferries pour relier ses habitants. Ces ferries sont bien plus que de simples moyens de transport. Ces lifelines connectent des communautés éparpillées à travers la mer. Alors que les compagnies aériennes domestiques et les ferries robustes gèrent le trafic entre les grandes villes et les ports, les petites villes et les îles dépendent d'un réseau secondaire de ferries. Environ 150 grands ferries opèrent dans les eaux philippines, appartenant à 30 différentes compagnies de ferries domestiques. Il existe 6 types de ferries différents. Parmi les plus populaires, on trouve les ferries rouliers, également connus sous le nom de roros, qui transportent des marchandises et des passagers, et comprennent des rampes pour que les deux puissent monter et descendre du navire plus rapidement. Des embarcations qui utilisent de puissants moteurs pour atteindre rapidement leur destination, et des ferries à passagers qui transportent les habitants et les touristes entre les îles. Cependant, beaucoup de ces ferries, en particulier les ferries à passagers, ont de sérieux problèmes. Les Philippines ne sont pas étrangères aux accidents maritimes. Hernani Fabia, l'administrateur de l'autorité de l'industrie maritime, également mieux connu sous le nom de Marina, a annoncé qu'entre 2018 et 2022, environ 780 accidents avaient été enregistrés en mer. Ces accidents sont généralement causés par une combinaison de malchance géographique, de corruption et de réglementation de sécurité laxiste. Les Philippines, situées au large de la côte de l'Asie du Sud-Est, se trouvent en plein territoire de typhons. Des tempêtes terrifiantes frappant fréquemment les îles, avec 8 ou 9 typhons traversant la région chaque année. En fait, les Philippines se classent deuxièmement au niveau mondial, seulement derrière la République dominicaine, en termes de nombre de personnes exposées aux cyclones tropicaux chaque année. Ces tempêtes rendent les voyages en mer suffisamment risqués en soi, mais ce n'est que le début des problèmes qui affligent les ferries philippins. La surcharge, la surpopulation et le mauvais entretien jouent également un grand rôle dans le taux d'accident des ferries dans le pays. Même les politiciens l'ont remarqué. Après plusieurs accidents qui ont fait la une des journaux, Paulo Benigno Aquino a déclaré « Je réitère mon appel à enquêter pour savoir si nos navires maritimes sont en état de naviguer. » Lorsque les enquêteurs ont examiné de plus près ces navires, les résultats étaient alarmants. De nombreux ferries philippins ne sont pas aussi navigables qu'ils devraient l'être. Un nombre significatif de ces ferries sont des achats d'occasion, en provenance du Japon, souvent vieux de plusieurs décennies, ce qui les rend moins navigables que les navires dotés de mesures de sécurité modernes, et presque impossibles à entretenir. Il ne reste plus de pièces de rechange pour beaucoup de ces ferries, car les fabricants ont cessé de les concevoir il y a des années, voire des décennies. Cela signifie que les ouvriers de maintenance doivent souvent réparer de manière bâclée les problèmes à bord ou devant fabriquer eux-mêmes de nouvelles pièces. Cependant, en raison des bas salaires aux Philippines et des travailleurs généralement à faible revenu qui doivent prendre ces ferries, les exploitants facturent aux passagers des tarifs relativement bas. Cela signifie qu'ils ont du mal à fabriquer des pièces neuves solides et bien fonctionnelles avec leurs profits. Le Doña Paz était l'un de ces navires d'occasion fabriqués au Japon, un ferry passager construit en 1963 et exploité par Sulpicio Lines au moment de l'accident. Le navire avait été acheté à l'origine par Sulpicio en 1975 et naviguait sous le nom de Don Sulpicio. Mais après un incendie en juin de 1979, il a été rebaptisé Doña Paz, une solution sûre pour résoudre tous les problèmes structurels que l'incendie aurait pu causer.
Le Doniapas est un exemple tragique des problèmes systémiques qui touchent de nombreux ferries aux Philippines. Les opérateurs vendaient souvent beaucoup plus de billets qu'il n'y avait de place à bord, ce qui entraînait des niveaux dangereux de surpopulation, qui poussaient les navires bien au-delà de leur capacité prévue. Pire encore, les autorités chargées de la surveillance étaient soit absentes, soit corrompues, ne parvenant pas à faire respecter même les normes de sécurité les plus élémentaires. Le résultat était une culture de sécurité déplorable à bord de ces ferries, si incroyablement insuffisante qu'elle est presque inimaginable, ce que nous expliquerons bientôt. Hélas, aucune instance de gouvernance mondiale ne pouvait faire appliquer le protocole de sécurité. Bien que de nombreux pays considèrent leurs directives comme un modèle de sécurité, des organisations internationales de sécurité comme l'Organisation maritime internationale ne peuvent pas réguler les opérations de ferries domestiques. Les ferries aux Philippines vendaient trop de billets tout au long de l'année, mais surtout pendant les périodes de forte affluence comme les vacances et la saison de Noël, exactement quand le Doniapas a pris la mer. Le navire, qui naviguait 2 fois par semaine entre Manille, Tacloban et Catbalagan, était censé transporter environ 1500 passagers et 66 membres d'équipage. C'était déjà une charge augmentée par rapport à la capacité originale du navire, de juste plus de 600 lorsqu'il opérait au Japon. Cependant, lorsque le Doniapas se préparait à naviguer, il transportait environ juste en dessous de 4400 passagers, presque 3 fois sa limite officielle. Le navire n'avait déclaré qu'environ 1500 ou 1600 de ses passagers sur son manifeste. Les comptes diffèrent, la garde côtière ne l'autorisant pas à voyager autrement. Les passagers ayant réservé tardivement au port étaient souvent exclus du manifeste officiel afin de contourner les règles de sécurité. Et si vous vous demandez pourquoi la garde côtière n'a pas remarqué les milliers de personnes supplémentaires entassées dans le ferry, eh bien, il y a de bonnes chances qu'il n'ait jamais vu aucune de ces personnes pour commencer. Nous verrons plus tard pourquoi le travail de la garde côtière est rendu presque impossible. Mais pour l'instant, il est important de mentionner que la garde côtière aux Philippines a signé de nombreux manifestes sans réellement inspecter les navires qu'ils approuvent. C'est une pratique qui a été mise en lumière dans le cas d'un autre incident maritime, le naufrage du MB Aya Express à Binangonan. De retour au port, la foule s'est gonflée de passagers impatients de retrouver leur famille pour les prochaines célébrations de Noël. Le Doniapas devait suivre un itinéraire de Tacloban sur l'île de Leyte jusqu'à la capitale Manille. Pendant ce temps, sur un autre navire, un pétrolier connu sous le nom de MT Vector se préparait à voyager de Batan à Masbari. Il avait 13 membres d'équipage à bord, ainsi que plus de 8800 gallons d'essence, de kérosène et d'huile pour Caltex. Mais le Vector n'était pas en état de faire des voyages, et certainement pas en état de transporter une cargaison inflammable et dangereuse. Comme l'a dit plus tard une commission d'enquête, c'était un danger pour la navigation. Ce n'est pas ce que vous voulez entendre avant d'embarquer dans un véhicule. Pour commencer, le pétrolier avait un défaut de direction et nécessitait souvent 2 membres d'équipage pour maintenir le bateau sur le bon cap. Cela aurait pu être détecté lors d'une inspection officielle, mais le pétrolier n'avait pas non plus de certificat d'inspection. Le capitaine et l'équipage du 1005 Vector ont également fait le choix audacieux de naviguer sans opérateur radio, puisqu'ils avaient déjà laissé leur licence radio expirer 18 mois auparavant. Pour aggraver les choses, l'équipage a pris une décision imprudente et insondable. Il n'y avait pas de guetteur à bord. Le 1005 Vector naviguait essentiellement à l'aveugle, comptant sur le capitaine pour repérer personnellement toute menace depuis le pont. Mais le qualifier de capitaine est généreux. Le maître du navire ne détenait même pas le permis de premier officier légalement requis pour naviguer sur un navire de cette taille. Presque personne à bord n'était qualifié pour faire son travail. Le navire lui-même avait de gros problèmes structurels, et la plupart des licences et des certificats nécessaires pour prouver la navigabilité du Vector étaient expirés ou manquaient totalement. Sans absolument rien de préparé ou en place, le Vector s'apprêtait à quitter le port. Pendant ce temps, les passagers du Doniapas étaient entassés dans le navire comme des sardines. 3 à 4 personnes dormaient sur chaque couchette, et dans les espaces communs, il n'y avait pas de place pour bouger. Quelques personnes ont même affirmé que le navire penchait déjà d'un côté dans le port de Tacloban. Et pour des raisons que personne ne comprend à ce jour, les gilets de sauvetage du navire étaient enfermés, et sa radio ne fonctionnait pas non plus. Et pourtant, le 20e décembre 1987, vers 6h30 du matin un dimanche, le Doniapas a pris la mer pour ce qui allait devenir son dernier voyage. Plus tard dans la même nuit,
Le navire n'était qu'à 110 miles, soit 6 heures de sa destination finale. C'était une nuit calme, et le Donia Paz venait d'entrer dans le détroit de Tablas, un chenal d'eau qui serpente entre 4 îles, naviguant vers le nord. Certains rapports indiquent que ces feux de navigation étaient soit éteints, soit défectueux. Le 1005 Vector, qui avait quitté des heures avant le Donia Paz, naviguait vers le sud dans le même détroit. Il y avait un problème. Sa lumière de navigation était également éteinte et son gouvernail défectueux ne s'était pas amélioré. Le navire s'avérait être un véritable défi. Vers 10h30 du soir, beaucoup de passagers sur le Donia Paz commençaient à s'endormir, essayant de prendre quelques heures de repos avant leur arrivée à Manille aux premières heures du matin. Soudain, un bruit assourdissant a retenti dans tout le ferry, suivi du bruit atroce du métal qui grince contre le métal. Les passagers se sont figés lorsque le vacarme a retenti dans le navire. Puis, une explosion aveuglante et lumineuse a illuminé le ciel nocturne. Le moteur a toussé et est mort, laissant le Donia Paz de 2215 tonnes échoué au milieu du détroit. L'obscurité a englouti le navire quand les lumières se sont éteintes. Les passagers, saisis par la peur, regardèrent autour d'eux en état de choc pour ne voir que l'impensable. Du feu tout autour d'eux dans toutes les directions. Un homme, Paquito Ozobel, a dit « J'ai vu la mer en flammes ». J'ai crié à mes compagnons de se préparer. Les gens criaient les noms de leurs proches, essayant de les trouver tout en ayant à peine la possibilité de voir à travers la fumée et les salles bondées du Donia Paz. Aucune alarme ne s'était déclenchée, et les quelques membres d'équipage présents couraient tous dans un état de panique. Les passagers ont été laissés à se débrouiller par eux-mêmes. C'est parce que le capitaine et les principaux matelots des navires étaient soit en train de se reposer, soit en train de faire la fête cette nuit-là, selon différents témoignages. Les officiers regardirent la télé et buvaient des bières dans la salle de loisirs du navire. Le capitaine était dans sa cabine, regardant un film. Selon un témoignage, la seule personne sur le pont était un apprenti, qui n'avait absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire lorsqu'une boule de feu a soudainement englouti le Donia Paz. Les règlements de sécurité stipulent qu'un officier doit toujours être sur le pont, pour surveiller la navigation d'un navire, surtout dans des voies navigables comme le détroit de Tablas, un passage très fréquenté par les navires. Sur le pont et dans les couloirs du navire, les gens pouvaient à peine bouger ou respirer sous la pression de plus de 4000 corps, essayant de sortir écrasant tout le monde. Ceux qui étaient dans les lits superposés se sont précipités vers les armoires à proximité pour prendre les gilets de sauvetage, mais les ont trouvés verrouillés. Ils secouaient désespérément les portes des armoires, espérant les briser mais ne l'ont jamais fait. Les passagers sur le pont ont essayé de se rendre à la rambarde pour sauter dans l'océan, mais une fuite d'huile a enflammé la surface de l'eau. Même se rendre aux balustrades était un problème, car la grande masse de personnes a essayé de fuir le Donia Paz, qui est rapidement devenu un piège mortel. Des personnes comme Zosimo de la Rama ont été bousculées et piétinées par d'autres passagers, et ont fini par ramper jusqu'à la rambarde sous un véritable piétinement. Ceux qui ont réussi à atteindre le bord ont pris le risque de sauter dans une eau profonde recouverte de feu, restant trop longtemps sur un enfer flottant. Ozobel se rappelle que le feu s'est répandu rapidement, engloutissant notre navire. La fumée était affreuse. Nous ne pouvions pas nous voir, et il faisait sombre. Il a cherché frénétiquement ses compagnons. Ozobel voyageait avec sa sœur et ses 3 nièces, mais les femmes elles étaient introuvables dans la foule de passagers criants et remplis de fumée. À la fin, il a perdu tout espoir et a réalisé que cela ne servait à rien. Il devait faire ce qu'il pouvait pour sauver sa propre vie. Regardant les flammes sur l'eau en dessous, il ferma les yeux et sauta dedans. Il a survécu à l'impact initial et a tenté de nager vers la sécurité. Ceux qui ont réussi à s'éloigner du navire étaient horrifiés. Ils ont dû nager à côté de leurs compagnons de voyage, soit en hurlant et en feu, soit déjà morts, leur corps couvert de brûlures horribles. Un jeune homme de 18 ans, Arnel Galang, a laissé ses instincts prendre le dessus et a immédiatement plongé par un hublot de la cuisine lorsque l'incendie a commencé. Galang a pris la bonne décision car quelques secondes plus tard, la cuisine a explosé. Après cela, l'adolescent a dérivé dans les eaux, autour du passage de Donga. Après avoir sauté du navire, j'ai vu le vaisseau englouti par le feu. Il a tourné peut-être 2 fois, et je l'ai vu couler lentement. Le pêcheur Salvador Pascal et sa fille de 18 ans ont sauté par-dessus bord. Pascal a immédiatement atterri dans de l'eau enflammée, brûlant gravement ses 2 bras et son visage. Sa fille et lui ont peu à peu trouvé refuge. Sur leur chemin,
ils ont découvert un garçon de 3 ans flottant dans l'eau et ont tenté de le mettre en sécurité. Malheureusement, Pascal a réalisé que le garçon était déjà mort. Ils l'ont laissé derrière eux et ont continué à nager. Le fait que le capitaine du Donia Paz était introuvable signifie également qu'aucun signal de détresse n'avait été envoyé. Le ferry se désintégrait, le navire et ses passagers étant engloutis par les flammes, et personne en dehors de la zone ne savait même que cela se produisait. Entre-temps, la situation à bord du 1005 Vector était tout aussi désespérée. L'avant du navire avait embouti le côté port de la bien plus grande Donia Paz. La boule de feu résultant des milliers de litres d'essence que transportait le Vector a également enveloppé le pétrolier. Le feu jaillit vers le ciel alors que l'équipage du Vector s'agitait, tentant de comprendre ce qui s'était passé. Un problème qui aurait pu être évité s'il y avait eu une vigie à bord du navire, qui aurait pu voir le Donia Paz dériver dans leur direction et avertir le navigateur de changer de cap. Les marins amateurs à bord, manifestement dépassés, ont essayé de faire fonctionner la radio, en vain. Il n'y avait pas d'opérateur radio à bord pour les guider, et la radio elle-même ne semblait pas fonctionner du tout. Aucun signal de détresse n'est sorti du 1005 Vector non plus. Ironiquement, leur seul espoir de sauvetage était la boule de feu qui illuminait le ciel. Faute de meilleures options, ils ont aussi plongé. Pendant ce temps, les passagers du Donia Paz, ayant survécu en se jetant à la mer, bien que gravement brûlés, faisaient face à un nouveau problème. La plupart d'entre eux n'avaient pas de gilet de sauvetage grâce aux armoires verrouillées, et les eaux ici sont infestées de requins. Avec l'eau salée qui piquait leurs brûlures déjà cuisantes, les passagers restants regardaient au-delà de la mer, essayant désespérément de trouver quelque chose à quoi s'accrocher pour flotter, et potentiellement survivre, et rester hors de portée des requins autant que possible. Le problème était que l'explosion avait brûlé d'énormes morceaux du navire. Il y avait donc peu de débris, du moins des débris qui n'étaient pas actuellement en feu, à trouver. Des personnes s'accrochent à des troncs d'arbres flottants dans l'eau. D'autres trouvent des valises qui sont tombées du navire. Ils se sont précipités dessus, espérant rester en vie le plus longtemps possible. 30 minutes après l'explosion, le Donia Paz était presque entièrement sous l'eau. Les survivants regardaient, horrifiés par ce qu'ils voyaient. Ils étaient loin de se douter que leur calvaire ne faisait que commencer. Le désastre du Donia Paz, malheureusement, ne se termine pas avec le naufrage du navire. Des centaines d'autres passagers mouraient dans les heures à venir. Parce que même si un feu avait enflammé le ciel, l'aide n'arrivait pas. Lors de la collision initiale, un navire de fret proche nommé 1005 Don Claudio a vu l'explosion. L'équipage a changé de cap, et le navire s'est rapidement dirigé vers le lieu de l'accident. Les récits diffèrent sur le temps qu'il a fallu à 1005 Don Claudio pour atteindre Donia Paz, mais la plupart des sources disent entre une demi-heure et 1 heure. De façon choquante, les membres de l'équipage du Don Claudio ont rapporté ne voir aucun signe des deux navires au moment de leur arrivée, juste des débris et des milliers de personnes flottant dans l'eau. En presque aucun temps, le Donia Paz et le Vector avaient déjà glissé sous l'eau. 2 énormes navires engloutis par la mer, ne sachant pas quoi faire au milieu de tant de corps, certains vivants et hurlants, d'autres silencieux et immobiles. Les officiers du Don Claudio ont jeté un filet dans l'eau. Certains des survivants, encore respirants et moins blessés, ont réussi à monter à bord, et l'équipage a pu les sortir de l'eau. Alors que les survivants se précipitaient sur le navire de marchandises, l'équipage pouvait voir leurs graves brûlures et leurs besoins de soins médicaux. Les survivants étaient principalement des hommes. Ils comprenaient 2 membres d'équipage du 1005 Vector et 24 passagers, dont une adolescente parmi eux du Donia Paz. Des articles de journaux de cette époque répertorient également une fille de 14 ans et un garçon de 4 ans comme survivants, bien que leurs histoires semblent avoir été perdues dans l'histoire. Toutefois, l'équipage du cargo faisait face à un sérieux problème. Ils ne pouvaient pas faire monter tout le monde à bord, car ils n'avaient pas l'espace ou les ressources nécessaires. Une mission de recherche et de sauvetage devait être lancée. L'équipage du Don Claudio a pris soin des survivants du mieux qu'il pouvait, et le navire a continué vers le port nord de Manille, appelant à l'avance, alors qu'ils approchaient, pour avoir des ambulances qui les attendaient au port. Où se trouvaient donc les vrais sauveteurs ? Les agences gouvernementales et les forces qui étaient censées aider ? Eh bien, comme aucun des 2 navires n'a envoyé de signal de détresse, et qu'aucun n'a utilisé ses radios potentiellement mortes pour demander de l'aide, personne n'a été informé de la tragédie tout de suite. Le temps que Don Claudio atteigne le lieu de l'accident, prenne quelques survivants à bord, leur donne des soins médicaux et se dirige vers le port,
Plusieurs heures s'étaient déjà écoulées. En fait, les nouvelles de l'accident n'ont pas atteint le Conseil de coordination des secours des Philippines, le plan de réponse et de coordination aux catastrophes pendant 8 heures. Et même alors, ils ont décidé de ne rien faire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient eu aucun contact avec l'un ou l'autre des navires impliqués dans l'accident, et que toutes les informations qu'ils avaient reçues étaient de seconde main. Ils ne connaissaient pas les coordonnées spécifiques de la catastrophe, ni ce qui s'était exactement passé en premier lieu. Ils ne savaient pas non plus combien de personnes ils étaient censés secourir, car le manifeste du navire indiquait environ 1500 passagers à bord. La lenteur de la réponse du plan de réponse et de coordination aux catastrophes reflète le manque de financement, le manque de ressources et la corruption endémique au sein des agences maritimes aux Philippines. C'est un problème qui est encore aujourd'hui étudié et combattu. La garde côtière philippine, également connue sous le nom de garde côtière philippine, est l'agence qui mène habituellement les missions de recherche et de sauvetage en mer. Elle supervise aussi la sécurité maritime, la sûreté et la protection environnementale. Alors pourquoi la garde côtière philippine n'est-elle pas immédiatement intervenue pour secourir les passagers et l'équipage du 1005 Doña Paz et du 1005 Vector lorsqu'ils ont reçu des informations sur l'accident? En bref, parce qu'elle est criminellement sous-financée, surchargée et totalement incapable de faire correctement son travail. La garde côtière philippine doit patrouiller sur 500 000 miles carrés d'eau, les eaux territoriales autour des Philippines, et une côte qui s'étend sur le double de la distance de la côte américaine. Combien d'argent l'agence reçoit-elle pour faire tout cela? La réponse est presque rien. Jusqu'à récemment, la garde côtière philippine avait 13 bateaux pour patrouiller dans les eaux du pays. La plupart des bateaux datent de la Seconde Guerre mondiale, ils seraient donc plus à leur place dans un musée que sur la mer. Il est difficile pour la garde côtière de faire respecter la navigabilité de la flotte de ferry des Philippines, si elle ne peut faire respecter la sienne. De plus, la garde côtière philippine n'a que 2 navires de recherche et de sauvetage qu'elle peut utiliser pour les navires en détresse. En somme, elle est lamentablement mal préparée pour mener une mission de recherche bien coordonnée pour des milliers de passagers. Pour toutes ces raisons, le plan de réponse et de coordination aux catastrophes n'a pas envoyé la garde côtière pour une véritable mission de recherche et de sauvetage à la recherche de survivants de l'accident de la Doña Paz pendant 8 heures complètes après en avoir entendu parler. Pendant 16 heures agonisantes, les passagers de la Doña Paz flottaient impuissants dans l'eau, entourés de requins en cercle et saisis par une souffrance inimaginable. Beaucoup ont succombé lentement et douloureusement à de graves brûlures, à l'inhalation de fumée, à l'épuisement ou à la noyade. Sans aucune assistance médicale ou secours en vue, l'espoir s'estompe à chaque instant qui passe. Après le lancement d'une mission de recherche et de sauvetage, la garde côtière philippine, l'armée de l'air philippine et l'armée de l'air américaine, qui avaient une base à proximité, ont été déployés pour rechercher l'épave et ses survivants. Ils n'ont pas réussi à trouver le site immédiatement, mais ont finalement découvert les débris et les corps flottants dans l'eau. Alors qu'ils survolaient la zone et tournaient au-dessus des survivants, ils sont tous rapidement arrivés à la même conclusion tragique. Il n'y avait aucun survivant à trouver. Tous ceux visibles par les secouristes étaient déjà morts. Les semaines à venir ont été choquantes et tragiques, tant pour les familles des victimes que pour les habitants des environs. Le garde côtière philippine a demandé aux propriétaires de bateaux locaux et aux compagnies de navigation d'aider à récupérer les corps des victimes du Doña Paz. Plus de 500 cadavres ont été trouvés. Beaucoup resteraient enterrés sous l'eau, dans les murs du Doña Paz. D'autres étaient si proches de l'explosion initiale et du feu qu'il restait probablement très peu d'eux à trouver. Des corps ont été découverts sur les plages de villages de pêcheurs proches. Comme la réponse du gouvernement pour récupérer ces corps était assez lente, les habitants ont été contraints de les asperger de désinfectants et de les couvrir pour éviter l'horrible odeur et la contamination potentielle des corps morts ne les atteigne. Quelques corps ont été enterrés avant d'être identifiés car ils ont passé trop de temps à pourrir sur la plage, et les habitants ne pouvaient plus les laisser exposés et en place. Pendant ce temps, les survivants soignés dans les hôpitaux de Manille dressaient un tableau effroyable pour les autorités et les journalistes, dont beaucoup supposaient encore que le navire n'avait qu'environ 1500 passagers répertoriés. Ils racontèrent à quiconque voulait les écouter que non. Le navire avait beaucoup plus de passagers, avec 3 à 4 personnes par lit, et d'autres allongés dans les couloirs sur leurs propres petits lits ou matelas qu'ils avaient apportés avec eux. Les officiels ont rapidement réalisé qu'ils n'étaient pas en train de regarder plus d'1 millier de morts, mais plutôt plus de 4000 morts.
Même si leur famille réclamait de leurs restes pour leur donner un enterrement et un adieu convenable, beaucoup de ces passagers ne seraient jamais récupérés ou identifiés. La tragédie du Doña Paz deviendrait la catastrophe maritime en temps de paix la plus meurtrière de l'histoire. Qui sait combien d'autres personnes auraient pu être sauvées si une mission de recherche et de sauvetage avait été menée immédiatement. Il y avait sûrement plus de 24 personnes vivantes juste après le naufrage du navire, beaucoup plus que celles sauvées par le cargo de passage auraient pu survivre. D'ailleurs, si les agences de régulation et la garde côtière avaient pu faire leur travail, l'accident n'aurait peut-être jamais eu lieu en premier lieu. Entre la surpopulation, les licences expirées, le manque de certification et les équipages sous-qualifiés, aucun des deux navires n'aurait jamais dû quitter le port. Comme vous pouvez l'imaginer, les gens étaient furieux contre Sulpicio Lines. Les proches des victimes se sont présentés en grand nombre devant le siège de l'entreprise, appelant les dirigeants à sortir et à faire face à la justice. Des enquêtes ont été lancées sur le naufrage pour déterminer qui était en faute. Une commission d'enquête parlementaire a conclu que les deux navires, ainsi que leur équipage totalement incompétent, étaient en faute. Mais ils ont également pris soin de souligner que c'était un problème bien plus grand que ces deux seuls navires. L'absence totale de supervision et d'application de la réglementation de la part du gouvernement philippin était une autre cause importante du désastre de la Doña Paz. De façon déconcertante, le Marine Board of Inquiry a jugé que seul le 1005 Vector était fautif. Cela, malgré le fait que la Doña Paz était en surcapacité par un facteur de 3, enfermant les gilets de sauvetage et ayant tout l'équipage déjà sous-qualifié qui buvait au lieu de diriger le navire. Sulpicio Lines a finalement été condamné à verser jusqu'à 30 000 pesos à chaque famille témoin de victimes, soit environ 509 à l'époque. Depuis le naufrage de la Doña Paz, Sulpicio Lines a perdu 4 autres navires dans des accidents tragiques. Le problème de sécurité de l'entreprise est devenu si grave que le gouvernement a gelé les opérations de toute sa flotte après le naufrage de la Princess of the Star en 2008, où 800 personnes ont fini mortes ou disparues. Malheureusement, peu de temps après, le gouvernement a révoqué l'ordre de gel sur certains des navires de l'entreprise. En ce qui concerne la cause directe exacte de l'accident, et comment le Vector a pu percuter un ferry de passagers sans s'en rendre compte, nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse. Les deux survivants du Vector ont déclaré qu'ils dormaient au moment de l'accident, et n'ont donc aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Le naufrage du Doña Paz reste le désastre maritime le plus meurtrier jamais survenu en temps de paix, avec un peu moins de 4400 personnes décédées, à l'exclusion de 2 membres d'équipage du Vector, et 24 ou 26 passagers du Doña Paz, selon la fiabilité des comptes de 2 autres enfants survivants. Beaucoup de passagers sont marqués, physiquement ou émotionnellement, pour la vie. Le bilan des morts de cet accident dépasse de loin la tragédie beaucoup plus célèbre du Titanic, dans laquelle environ 1500 personnes sont mortes. Beaucoup ont spéculé que le Titanic a attiré beaucoup plus d'attention en raison de la richesse et du statut social élevé de nombreux de ses passagers. Ajoutez à cela l'opulence du navire lui-même et le fait qu'il opérait entre les nations occidentales. En comparaison, les passagers du Doña Paz étaient en grande partie des travailleurs à faible revenu d'un pays en développement. Et en dehors des Philippines, la catastrophe reste moins connue et largement oubliée, même si le Doña Paz a coulé 75 ans après le Titanic, dans une histoire beaucoup plus récente. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez en voir plus comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore. À la prochaine sur MadPack.